Salut Thomas, donc je suis Juliette du think tank AnnexU. Je suis avec Thomas aujourd'hui de Parlons Futur. Alors Thomas, c'est pas un sujet dont tu as encore parlé dans ta newsletter, mais comme on avait rendez-vous aujourd'hui, je me suis dit que c'était un sujet bouillant et que j'avais vraiment envie de te poser des questions sur ça. J'ai vu passer une nouvelle technologie qui s'appelle DeepSeek, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi elle est différente des autres IA? Ce serait bien aussi qu'on voit un petit peu la rivalité que ça peut engendrer avec les IA déjà présentes, les impacts que ça peut avoir sur tout plein de choses et quels sont les risques qui sont liés à une telle IA qui sort et qui est très concurrente aux autres. Très bien, bah ouais, bah écoute, salut Juliette et merci pour toutes ces questions. Effectivement, DeepSeek, là, ça fait le buzz comme jamais, donc ça me semble intéressant de prendre un peu de temps. Donc, alors pour commencer à te répondre, alors DeepSeek déjà c'est le nom d'un labo de recherche sur de l'IA, un chinois. C'est une émanation d'un fonds, d'un hedge fund chinois, voilà, qui est très bien doté financièrement et qui a lancé une espèce de branche dans le deep learning, dans la recherche en IA, mais presque plus par curiosité scientifique qu'autre chose, donc sans forcément être trop axé sur une recherche de profit en tant que telle. Et leur stratégie, c'était de recruter les meilleurs jeunes diplômés des universités chinoises donc dans le domaine de l'IA et de les faire bosser dans un contexte un peu d'open source, de partage, de collaboration pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. Et donc là, à la surprise générale, ils ont sorti modèle sur modèle là en décembre et janvier qui sont en train vraiment de faire énormément parler d'eux. Alors voilà, DeepSeek, c'est le nom du labo, on va dire, mais après, il y a les modèles qu'ils ont sortis. Il y a un modèle un large language model qu'ils ont sorti en décembre, qui s'appelle, pour simplifier, DeepSeek V3. Puis après, là, en janvier, ils ont encore enfoncé le clou en sortant cette fois-ci ce qu'on appelle un reasoning model, donc un modèle qui va pouvoir réfléchir. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Cette fois-ci, qu'on peut simplifier en l'appelant DeepSeek R1, enfin R1, donc R1. Voilà. Donc, alors, ce qui est proprement incroyable, on va dire, c'est que ce sont des modèles qui sont à peu près à la frontière de ce qui se fait de mieux et qui ont coûté mais beaucoup moins cher à développer et qui vont coûter beaucoup moins cher à exploiter derrière. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc le Large Language Models DeepSeek V3 qu'ils ont sorti en décembre, il a coûté au moins 10 fois moins cher à développer, à entraîner. Et quand ils vont le commercialiser là bientôt, il coûtera 10 fois moins cher, par exemple, que certains concurrents à exploiter. Il y a un autre modèle aussi qu'ils ont sorti donc en janvier. Cette fois-ci, c'est un reasoning model. Alors, les reasoning models, c'est un peu une nouvelle sorte de modèle d'IA où en fait, on va utiliser des large language models, mais on va en fait leur donner le temps de réfléchir pour arriver à des réponses plus structurées. En fait, encore une fois, pour schématiser, un large language model, on va l'interroger et tout de suite, il va nous sortir une réponse rapidement. On va dire la première qui lui vienne à l'esprit. Alors là, je suis un peu d'anthropomorphiser, mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il va nous sortir une réponse qui pourrait ressembler à la bonne réponse et qui lui vient à l'esprit tout de suite. Et parfois, ça peut être faux. Alors que en fait, le reasoning model, en fait, il va utiliser le LLM, prendre le plus de temps, se poser plusieurs questions, essayer de résoudre le problème de différentes façons en parallèle, évaluer laquelle des réponses a l'air la plus pertinente. Et puis à la fin, voilà, après parfois plusieurs minutes de réflexion, il va nous fournir une réponse, mais qui du coup peut être bien plus structurée, bien plus proche peut-être de la réalité. Et donc, il peut travailler sur des problèmes bien plus compliqués. Alors, là aussi, pareil, alors sur ce genre de modèle, en fait, il n'y a que vraiment OpenAI qui s'était positionné avec un reasoning model qu'ils appelaient O1. Et en fait, il se trouve que le modèle R1, donc R1 de DeepSeek, il est presque, enfin, au moins 30 fois moins cher à entraîner et 30 fois moins cher à exploiter. Donc, c'est une énorme claque, en fait. Comment ça s'explique qu'ils arrivent à faire une technologie comme ça de pointe, aussi bien que les autres, mais avec 10 fois moins cher pour le développer? Ouais, alors 10 fois moins cher, c'était sur le modèle langage, sur le modèle de raisonnement, c'est même plus que ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent un peu après la bataille et on soupçonne. Alors déjà, comme ils n'avaient pas accès aux puces de pointe qui sont, on va dire, peut-être
celles qui permettent d'y aller en mode brut. Voilà, j'en réquisitionne beaucoup, je les fais mouliner et là, ça me permet d'aboutir à ces modèles. Donc ça, c'est la stratégie qu'avaient utilisé les grands labos américains parce qu'ils avaient plein d'argent et c'était une façon d'aller vite, être foncé, même si c'était pas ce qui est le plus efficace. Les Chinois, eux, ils sont sous embargo pour les plus performants, donc ils ont dû être beaucoup plus ingénieux, beaucoup plus malins, et donc ils ont en fait procédé à toutes sortes de petites optimisations ici et là. Rien de fondamental en tant que tel, mais tout ça mis bout à bout a fait qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien plus efficace en termes de coûts et donc de quantité de calcul informatique requis. Et donc, alors voilà, ça c'est pour le côté plus efficace. Mais après aussi, c'est ce qu'on dit, c'est que pour arriver à des résultats quasiment similaires à l'état de l'art, en fait, ils ont aussi profité justement de ces autres modèles qu'ils sont en train d'égaler aujourd'hui pour s'entraîner, notamment en utilisant une technique qu'on appelle la distillation et qui fait qu'en fait, on va utiliser les modèles de pointe, leur poser des questions, récupérer leurs réponses, et les questions et les réponses, on s'en sert pour entraîner ses propres modèles. Donc en fait, entre guillemets, c'est un peu de la triche, mais bon, peu importe, puisqu'au final, le but, c'est d'essayer de rattraper en fait la concurrence et de le faire en proposant quelque chose de moins cher, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, disons que s'ils étaient partis vraiment de zéro, je pense pas qu'ils auraient pu réussir à faire ce qu'ils ont fait, mais là, ils ont profité effectivement du travail qu'ont fait les autres, et c'est ça qui est très malin, pour entraîner leur propre modèle, et ils ont réussi du coup à produire des modèles presque aussi équivalents que l'état de l'art, et pour beaucoup moins cher. C'est ça qui est assez incroyable. Et alors, le modèle de langage qui est sorti en décembre, en fait, effectivement, il est quasiment parmi ce qui se fait de mieux et beaucoup moins cher, mais il y a beaucoup d'autres modèles qui existent aussi. Donc, c'était un peu moins spectaculaire. C'est pour ça on avait commencé à en parler en décembre. Et moi, j'en avais parlé justement juste de ce premier modèle-là, mais ça n'avait pas encore fait tout ce buzz. Là, ce qui s'est passé, c'est que sur les modèles de raisonnement, où là, en fait, il y a principalement que OpenAI qui s'est positionné avec ce modèle O1. Là, en fait, ils font aussi bien qu'eux, quasiment, sur toute une série de domaines, aussi bien qu'eux, avec quelque chose de 30 fois moins cher. Et ça, c'est la grosse claque qu'on a compris donc, la semaine dernière, qu'on a pu voir. Et c'est ça qui fait vraiment le buzz. Alors après, attention, OpenAI n'est pas en reste, et ils ont déjà, en décembre, donné un aperçu de leur modèle O3. Alors, ils n'ont pas fait O2 parce que O2, c'est le nom d'une entreprise télécom au Royaume-Uni, donc ça prête à confusion. Donc, ils ont sauté O2, mais voilà. Donc, il y a O3 qui a déjà été, on a donné un aperçu et qui va être bien plus avancé que O1. Donc, en fait, OpenAI va bientôt sortir O3. C'est pas encore sorti, ils ont juste donné un aperçu, mais ça va être plus avancé que ce qu'a fait DeepSeek. Donc, d'une certaine manière, ils font toujours la course en tête, OpenAI, mais c'est juste que sur le modèle qui est déjà commercialisé, là, on a un concurrent qui arrive et qui est 30 fois moins cher. Donc, c'est une énorme baffe en fait qui se prennent, et ça pose toutes sortes de questions bien plus largement au-delà même d'OpenAI. Donc justement, ça m'amène à une première facette de cette situation, qui est celle de la rivalité Chine-États-Unis. Alors, pendant longtemps, en fait, ces dernières années, on considérait que les États-Unis étaient très largement en pointe et faisaient la course en tête. Alors parfois, certains parlaient même de 5 années d'avance en IA. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 5 années, il y a quelques mois, voire quelques semaines. C'est assez délirant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, c'est pas un projet entrepris par le Parti communiste chinois, pas du tout. C'est un petit labo dont on avait à peine entendu parler. On parle même pas des grands Baidu ou Tencent ou Huawei ou autre. Non, c'est un petit labo qui est en fait un spin-off d'un hedge fund. C'est complètement improbable, quoi. Incroyable, avec à peine une centaine d'employés, alors des diplômés, des jeunes diplômés, alors des meilleures universités certes, mais qu'une centaine en fait. Donc finalement, avec très peu de moyens, ils ont réussi à sortir quelque chose comme ça qui fait ce buzz. C'est probablement sidérant, et ça montre en fait alors bien que Xi Jinping en Chine avait un peu plombé le secteur des startups avec toutes sortes de mesures ces dernières années. En fait, là, on s'aperçoit qu'on a toujours un écosystème très dynamique, donc très performant en Chine, et donc ça n'est que le début. Là, ça va sans doute libérer encore d'autres énergies. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc effectivement, on se demande, mais comment ça se fait que ça vienne de là, et que alors que les États-Unis avaient une telle avance. Alors moi, ce que je pense, c'est quand même sur ce qui se fait de mieux en termes de performance en tant que telle, performance en termes de qualité de résultats. Les États-Unis font toujours la course en tête avec leur labo de pointe. Par contre, si on accepte d'avoir une qualité un petit peu moindre, tout de suite, on a des modèles qui arrivent, qui émergent et qui, eux, vont être bien moins chers à l'usage. En réalité, pour beaucoup d'entre nous,
on n'a pas forcément besoin de ce qui se fait à la pointe, ce qui est peut-être un peu moins avancé que ce qui se fait à la pointe. En fait, c'est largement suffisant pour beaucoup de ce qu'on espère de l'IA aujourd'hui. Et donc ça va devenir une commodity. Ça veut dire que ça va devenir très, très bon marché. Tout le monde va pouvoir en profiter. Donc, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que d'une certaine manière, on a les grands, on va dire les grandes entreprises américaines anciennes, les GAFA et puis nouvelles, donc OpenAI et Anthropic, qui finalement dépensent énormément d'argent en R&D. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça profite à tout le monde, puisque derrière, on s'aperçoit que maintenant, on arrive assez rapidement à copier les modèles. Alors, pas en étant exactement à la pointe en tant que tel, mais presque. Et ça va très vite. Et donc, une fois que c'est copié, et si en plus c'est mis à disposition en mode open source, c'est-à-dire que tout le monde peut derrière s'en emparer. Maintenant, ce qui est dingue aussi, c'est que ce qu'ils ont fait là avec DeepSeek, c'est qu'ils ont mis au point quelque chose qui est quasiment à l'état de l'art, quasiment ce qui se fait de mieux, pour beaucoup moins cher. Et en plus, ils l'ont rendu complètement public. Ça veut dire que même si on s'inquiète de ce que un labo chinois peut faire de mes données si je les utilise eux, en réalité, je peux télécharger leur modèle et l'installer sur mon ordinateur, enfin, ou sur mes serveurs, et l'utiliser indépendamment de cette entreprise. En fait, je me l'approprie et même je le modifie, je l'optimise. Donc, en fait, tout le monde va s'en emparer. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait le buzz et que c'est très téléchargé à tous les niveaux. Donc, c'est un cadeau qui est fait au reste du monde. Et donc, on a les grandes entreprises américaines qui financent cette R&D. Après, on a des petits malins qui copient et qui rendent ça disponible pour tout le monde. Et en fait, c'est même pas évident que DeepSeek gagne énormément d'argent dans cette histoire, hein. Les plus grands gagnants, ça va être en fait le reste des startups et les utilisateurs comme nous, parce que les startups sont les grandes gagnantes en fait aussi de cette histoire, parce que les startups vont pouvoir utiliser des modèles bien moins chers pour les intégrer dans leur processus. Et après, ce qui va compter, c'est pas tant le moteur d'IA qu'on a sous le capot, parce que ça, c'est en train de devenir une commodity, comme je suis en train d'expliquer, mais c'est l'application layer, c'est-à-dire en gros ce qu'on met par-dessus pour faire l'interface avec les utilisateurs finaux. C'est là où va y avoir de la valeur. Et là, on retombe dans un contexte de concurrence des startups un peu plus classique. Voilà. Mais pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur, on va dire, des consommateurs, des utilisateurs finaux, qui eux vont avoir plus de choix, plus de qualité, plus de possibilités et pour beaucoup moins cher. Donc ça, c'est une dimension très, très importante à avoir à l'esprit. Alors, ça soulève aussi la question on va dire, de la rivalité de l'approche open source par rapport à ces outils propriétaires fermés. Alors, pourquoi ils ont fait le choix de l'open source, ce labo chinois, mais ainsi que d'autres, comme notamment Meta, donc Facebook, et puis Mistral en France, ainsi que plein d'autres. Déjà, c'est un moyen de pouvoir recruter, parce que si je rejoins un labo qui est open source, ma recherche va être publiée, donc mon nom va être associé aux recherches, donc c'est plus stimulant, c'est plus intéressant et motivant pour les chercheurs. Donc déjà, en fait, c'est un outil de recrutement, d'abord et avant tout. Ensuite, ça permet de rallier une communauté de développeurs, ça permet une fois qu'on s'est rallié une communauté de développeurs, ça rend le modèle peut-être un peu plus incontournable, et puis ça fait parler de ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une façon d'obtenir de la visibilité. Mais cette approche open source, en fait, d'une certaine manière, on l'a fait pour des raisons un peu intéressées, mais après, ça finit par nous dépasser, ça finit par profiter à tout le reste de l'écosystème qui va s'emparer de la valeur. Et ces acteurs-là, c'est pas dit qu'ils gagnent énormément d'argent avec ça en tant que tel. Meta s'est permis de faire de l'open source parce que de toute façon, eux, ils s'en servent aussi pour rendre meilleures leurs applications historiques. Donc que des milliards d'êtres humains utilisent. Donc, ils ont un moyen derrière de l'utiliser et de la distribuer et de toucher des milliards d'utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettent de le faire d'ailleurs. Mais ça pose des problèmes pour ceux qui ne font que ça, donc comme OpenAI et Anthropic, et qui faisaient payer assez cher jusque-là. Donc, il y avait ça, pour accéder aux outils les plus en pointe d'OpenAI, il faut payer $20 par mois, voire même 200. Donc, c'est cher. Et tout ça, là, tout de suite, c'est remis en cause, en fait. On se demande, mais pourquoi payer aussi cher si je peux avoir quelque chose de quasiment aussi bien, ou gratuit presque? Et donc, ceux qui ont vraiment du souci à se faire, d'une certaine manière, c'est peut-être plus OpenAI et Anthropic qui vont devoir expliquer à leurs investisseurs pourquoi ils disaient avoir besoin d'autant d'argent et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Pour ce qui est des gains à en espérer, pour ce qui est de leur modèle d'affaires, des revenus futurs à en espérer, est-ce que ça pourrait être rentable? Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent par rapport à tous les investissements qui ont été faits? Donc là, il y a vraiment une question qui se pose. Et alors, la réponse que eux pourraient apporter, c'est que non, mais certes, ils nous rattrapent, mais nous, on va toujours avoir une longueur d'avance. Et en fait, nous, le Graal, ce qu'on vise, c'est l'AGI, donc c'est Artificial General Intelligence. C'est vraiment le point où là, en fait, on met au point une IA qui peut faire
mieux que ce que peuvent faire tous les êtres humains. Et si on est les premiers à l'atteindre, en fait, ça va nous donner un avantage incroyable parce qu'à partir de là, on va pouvoir continuer à s'améliorer. Et en fait, ça va devenir très compliqué de nous rattraper pour les autres. Parce qu'en plus ça va se complexifier, plus on va se rapprocher de l'AGI. En réalité, plus il y aura besoin quand même de puissance de calcul. Et peut-être que là, dernièrement, effectivement, c'était encore possible de nous rattraper ou de nous copier comme l'a fait DeepSeek. Mais plus ça va aller, plus on va se rapprocher de l'AGI et plus même on dépassera l'AGI, plus quand même il faudra avoir de la puissance de calcul à disposition. Il y a forcément des risques s'ils arrivent à mettre au point l'AGI. Alors, tout à fait. Alors, les risques, c'est aussi un sujet. J'y viens, mais je voulais alors aussi, comment dire un mot sur quel impact ça peut avoir aussi sur, plus largement, par exemple, sur les gens de la tech. Alors, si on les prend presque un par un, ceux qui ont accès à de grandes bases d'utilisateurs, comme Facebook, eux, ils n'ont pas trop de soucis à se faire parce qu'à la limite, ils vont regarder ce que DeepSeek a fait, ils vont l'intégrer à leur propre modèle, ils vont s'en servir pour la suite de leur développement et ça va permettre en fait d'avoir de l'IA qui à l'usage va être bien moins cher. Donc en fait, c'est tout bénef parce que eux, ils ont des milliards d'utilisateurs et si ça coûte un bras, non seulement d'entraîner un modèle, bon ça on le fait qu'une fois l'entraînement, mais surtout de l'exploiter derrière. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'offrir ces services autant qu'on le voudrait à des utilisateurs sur Facebook ou sur Instagram ou ailleurs qui ne payent pas. Donc ça, en fait, c'est tout bénef pour un acteur comme Meta. Google, c'est un peu différent parce que eux, le cœur de leur business repose sur la recherche. C'est pas un réseau social où il y a des effets de réseau qui fait que c'est dur à quitter. La recherche, s'il y a des nouvelles options de recherche qui apparaissent, qui sont à la limite plus performantes ou différentes de Google et en fait bien moins chères, parce que justement, l'inconvénient pour ceux qui voulaient concurrencer Google, c'est qu'en fait, Google, finalement, ça marche assez bien. Si je veux faire le malin et faire mieux Google avec l'IA, bah, ça coûtait très cher. Ce n'était pas vraiment possible. C'est parce que ça coûtait cher de faire des recherches grâce à l'IA. Si en fait, ça devient presque gratuit ou très, très bon marché, grâce à ces optimisations que par exemple DeepSeek a réussi à faire, ça veut dire qu'en fait peut-être que Google va pouvoir plus que jamais être ébranlé sur son marché historique. Donc ça, c'est un sujet peut-être pour Google. Après, alors un acteur comme Amazon, eux, ils ont été assez nuls en IA jusque-là. Donc, à la limite, ça ne change rien. Et au contraire, eux, Amazon, une partie de leur business, c'est le cloud computing. C'est le fait de mettre à disposition d'autres acteurs de la tech de la puissance de calcul en ligne. Voilà, donc, eux, typiquement, ils vont acheter justement des puces, ils vont les agencer, etc., puis mettre à disposition la puissance de calcul auprès des autres. Donc, bah, ça, parfait. C'est génial. Parce que si de plus en plus de startups utilisent de l'IA parce que l'IA est moins chère à l'usage, donc peut-être qu'une action en IA grâce à l'IA coûte moins cher, mais comme elle coûte moins cher, on va être consommateur de bien plus d'actions. Donc en fait, la quantité de calcul et de cloud computing nécessaire finalement peut aussi grandir, paradoxalement. Parce qu'un des premiers réflexes a été de dire, et c'est ce qui peut expliquer la chute en bourse de nombre d'acteurs de la tech et notamment Nvidia, un des premiers réflexes a été de dire en fait, l'IA, la révolution de l'IA va être bien moins demandeuse de puissance de calcul que ce qu'on pensait. Donc, en fait, les revenus futurs de Nvidia sont illusoires, ils ne gagneront jamais autant d'argent, donc la valo s'effondre. Très bien. Mais en réalité, si on réfléchit un peu plus long terme, si une action qu'on veut faire grâce à l'IA est bien moins consommatrice de ressources que ce qu'on pensait, ce qui va aussi se passer, c'est qu'on va en consommer beaucoup plus des actions. Donc, certes, une action en tant que telle sera moins consommatrice, mais du coup, comme il y a une demande qui est un peu élastique, on va en consommer énormément plus. Et du coup, au final, au total, c'est pas du tout exclu que la demande en fait, continue d'augmenter, d'exploser. Et donc ça profite évidemment à qui? À ceux qui fabriquent des puces, mais aussi à ceux qui se servent de ces puces pour fournir cette puissance de calcul à la demande en ligne, donc notamment les Amazon. Et, Google le fait aussi un peu, Microsoft le fait aussi avec Azure. Donc ça profite aussi à ces géants. En réalité, c'est une très bonne nouvelle pour tous ces gens-là. Eux, en fait, ce sont des... Voilà, eux, ils sont agnostiques. Alors, certes, Microsoft a investi dans OpenAI, mais en fait, il y a déjà des tensions, de toute façon, qui sont apparues entre les deux, mais les deux ont quand même des agendas qui sont un peu distincts. Et Microsoft est quelque part très content qu'il y ait... qu'on puisse faire de l'IA de façon bien moins consommatrice en énergie et en ressources. Parce que derrière eux, de toute façon, ils hébergent, ils proposent de l'hébergement aux startups pour ces calculs-là.
Donc, ils s'y retrouvent. Et alors, il y a le cas d'NVIDIA aussi, parce qu'NVIDIA, c'était la première capitalisation boursière, et là, ils ont perdu, je crois, 600 milliards en valorisation en 24 heures ou presque. Donc, c'est massif. Mais en fait, alors, NVIDIA, déjà, il faut distinguer, encore une fois, les deux phases pour ce qui est de l'IA. Il y a l'entraînement des modèles, et après, il y a l'exploitation des modèles. Alors pour l'entraînement, effectivement, ils ont les plus de pointes, les plus perfectionnés. Et si pour l'entraînement, on peut faire les choses de façon bien plus maligne, avec des puces pas forcément aussi développées comme l'a fait DeepSeek, ça peut être un sujet. Effectivement, ça peut ébranler leur monopole sur cette phase dans l'entraînement. Donc ça peut justifier peut-être que, alors s'ils avaient été surévalués jusque-là en bourse, peut-être que effectivement, ils mériteraient d'être un peu moins évalués pour la suite, donc à voir. Après, ce qui est sûr, c'est que pour la phase d'exploitation, en fait, ils avaient déjà pas mal de concurrents. Ils n'avaient pas un monopole aussi clair sur la phase d'exploitation. Les puces NVIDIA qui sont utilisées pour les calculs requis pour justement la phase d'exploitation, c'est-à-dire quand nous, les consommateurs, on utilise, on appelle ça l'inférence. Quand nous, les utilisateurs, on consomme l'IA via les applis, bon, bah là, en fait, le modèle est, on l'a entraîné, bon, bah maintenant, on le fait tourner, quoi, on l'utilise. Et donc ça, ils n'avaient pas le monopole là-dessus. Il y a toutes sortes de concurrents déjà qui se positionnent. Mais bon, si au global, comme je disais, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que si au final, on consomme bien plus d'IA qu'avant, parce que en fait, chaque action en IA coûte moins cher, en fait, NVIDIA va en profiter. Tous ceux qui font de l'hébergement comme ça, du cloud computing, vont en profiter. Donc, ça profite à tous ces gens de la tech. Vraiment, à mon sens, là, ceux qui sont peut-être qui souffrent le plus, je pense, de ces dernières annonces, c'est plus OpenAI et Anthropic. Okay. Anthropic, ça a été fondé par un ancien d'OpenAI d'ailleurs. Donc, eux, ils sont voilà, eux, c'est un labo qui fait que de l'IA et ils faisaient de l'IA de façon un peu on va dire privée, fermée, en mettant ça à disposition via une API auprès de leurs partenaires en la faisant payer bonbon. Et donc, eux, là, je pense qu'ils se prennent une grosse claque et ils sont en train de se poser toutes sortes de questions. Mais bon, eux, ils aspirent à justement, et eux, je pense que leur défense, c'est de se dire non, mais attendez, on aura toujours une longueur d'avance. Et de toute façon, nous, on vise l'AGI et après, et ce qui viendra ensuite. Et donc, voilà, on n'est pas plus inquiet que ça parce que certes, pour plein de sujets, on a envie d'une IA pas chère, mais pour les sujets les plus en pointe, on a envie de la meilleure IA du marché. Et nous, on sera toujours la meilleure IA du marché. Et si DeepSeek a fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont copié, en fait. Ils se sont servis de nos modèles pour s'entraîner. Ils n'auraient pas pu le faire de zéro. C'est pour ça qu'en fait, ils ne pourront jamais nous dépasser en tant que tels. Nos meilleurs modèles auront toujours une longueur d'avance sur eux. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, mais du coup, est-ce qu'on peut revenir sur la question que je te posais tout à l'heure, sur quels sont les risques en fait de mettre au point une AGI pour OpenAI et Anthropic, parce que là, s'ils arrivent en fait à notre hauteur, c'est quand même très problématique. Enfin, on ne sert plus à grand chose après. Exactement. Donc, ce que cette saga, la DeepSeek, nous dit aussi, c'est que finalement, peut-être. Alors, déjà, beaucoup des acteurs dont j'ai parlé nous expliquent qu'on est plus proche que jamais de l'AGI. Donc, c'était notamment Sam Altman qui disait que c'était pour dans peut-être un millier de jours. Dario Amodei, pareil, il a partagé, il a publié un long essai sur toutes ces questions. Et lui, il dit qu'au rythme actuel, ce serait possible peut-être dès 2026-2027. Alors après, il pourrait y avoir des facteurs qui viendraient ralentir ce développement. Et quand il parle d'AGI, lui, il pense à un système aussi intelligent que les plus intelligents des êtres humains, et qui a accès, alors qui peut pas encore forcément être personnifié dans un robot qui se balade dans le monde, mais qui a accès à un ordinateur, à la souris, voilà, au clavier, et qui peut interagir avec le monde extérieur via un ordinateur ou via la parole, au téléphone, comme le ferait un être humain. Voilà. Et donc, une IA qui peut planifier, réfléchir, s'organiser, faire de la recherche de pointe, mais à un niveau plus élevé que tous les êtres humains. Et l'idée même, c'est de se dire qu'on peut même avoir une instanciation d'1 million de telles IA. Voilà. On va arriver à un stade où on peut avoir 1 million de génies plus intelligents que tous les êtres humains et qui ont accès à un ordinateur et à Internet et qui peuvent interagir avec le reste du monde. Donc, lui, il explique que ça, ce serait possible peut-être dès 2026-2027. Alors après, il pourrait y avoir toutes sortes de raisons qui fait que ça pourrait être repoussé dans le temps, mais voilà, il dit que c'est, voilà, lui, il imagine ça. Comme je disais, Sam Altman, il pense que c'est pour dans pas très longtemps. Après, si on prend des gens qui sont extérieurs à, parce que quelque part, on pourrait se dire aussi que ils sont biaisés parce qu'ils ont intérêt à dire qu'ils en sont proches parce que de ça dépend aussi leur financement. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un biais, effectivement. Après, on a des gens qui sont extérieurs à ça, et notamment 2 des 3
grands parrains de l'IA, donc les AI Godfathers, que sont Joshua Bengio et Jeffrey Hinton. Alors, Joshua Bengio, lui, il n'est pas dans le privé, il est dans un labo d'IA à Milan. Et Jeffrey Hinton, il a longtemps été dans les milieux académiques. Après, il a rejoint Google pendant un temps, puis il a démissionné l'année dernière avec fracas. Et depuis, justement, il explique qu'il a très peur de ce qui va se passer. Il a très peur que, justement, on soit très proche de parvenir à l'AGI et des risques qui sont associés. Donc, Joshua Bengio, Jeffrey Hinton, eux, ils disent de la même façon qu'on semble ne plus être très loin de l'AGI et ils ont très peur du fait que ça puisse nous dépasser parce qu'en fait, il y a la question ensuite du contrôle, d'aligner une AGI et ce qui vient ensuite avec nos valeurs à nous, avec l'humanité. Et on est très loin d'avoir réussi à résoudre ces problèmes-là. Alors, ce qui détonne avec ces deux-là, c'est Yann Lequin, qui est le troisième parrain de l'IA, et lui qui dit par contre non, mais il n'y a pas de problème, on va la construire pas à pas, et puis on va mettre des garde-fous, on va faire ça proprement, on en gardera le contrôle à tout moment, ça va être, voilà, l'intelligence cherchera pas à dominer. Donc lui, là, il a un raisonnement différent. Mais ça ne fait pas du tout consensus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne fait pas du tout consensus. Donc voilà, on a à la fois des acteurs clés du secteur qui nous expliquent qu'on en est très proche, des acteurs aussi plus du monde académique qui sont plus en retrait, qui pensent la même chose, d'autres qui pensent que ce n'est pas le cas, mais quand même, donc ça doit nous interpeller. Et en plus, si on se rend compte que les modèles de pointe qui avaient peut-être le mérite d'être fermés, justement, et donc pas forcément aussi facilement que ça, copiable, réplicable. Si en fait, il se trouve que si une fois qu'un modèle de pointe est mis au point, en fait, quelques mois après, on a un petit labo dans son coin qui est capable de faire quasiment la même chose pour a fraction of the cost, pour bien moins cher, 95% moins cher dans le cas de DeepSeek. Mais là, on se dit, mais le jour où les modèles atteignent les GI ou la dépassent, si derrière, n'importe qui ou presque peut le répliquer et le rendre open source et permettre à n'importe qui derrière de faire la même chose, mais est-ce que c'est pas encore plus de raison de penser que l'IA, le jour où elle atteint un niveau, finalement, va nous dépasser, va nous échapper? Donc vraiment, là, ça pose le problème avec encore plus d'acuité, moi je trouve. Et donc, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons d'être très optimiste et très enthousiaste à l'idée que l'IA se démocratise et va permettre toutes sortes. Alors, Dario Amodei de Anthropic, il explique que le jour où on atteint les GI, en fait, dans les 5 à 10 années qui vont suivre, on va peut-être assister à, en fait, compresser dans ces 5-10 ans à un siècle de développement et d'innovation en biologie, par exemple, qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'AGI, typiquement, parce qu'on aura beaucoup plus de trouvailles, d'innovation, et tout ça compressé en 5-10 ans. Donc, on va résoudre, on va trouver des remèdes à quasiment toutes les maladies, Alzheimer, le cancer, etc. Tout ça compressé en 5 ans. Donc, dans son essai, il y a le passage sur la biologie qui est fascinant. Et donc voilà, ça, ce sont les raisons d'être optimiste et autres. Mais il y a des raisons d'être inquiet, et ça, on n'en parle pas assez, quoi. On n'en parle clairement pas assez. Il y a ceux qui disent qu'on est proche de l'AGI, mais qui ne parlent pas des risques. Et puis, il y a les académiciens, comme je les appelle, et les autres qui pensent aussi qu'on est proche de l'AGI et qu'il y a des risques. Mais globalement, il n'y a plus trop le débat sur les risques. Là, on est plus en mode, on est dans une espèce de course effrénée entre tous ces différents acteurs, à qui arrivera à l'AGI en premier. Sachant que l'AGI, c'est un niveau presque arbitraire, parce que c'est le niveau des êtres humains, mais pourquoi il faudrait que ce soit le summum de ce qu'il est possible de trouver? Ça peut peut-être aller même. Ça peut encore aller plus haut, ouais. Ouais, ça peut aller plus haut. Et donc là, voilà, qu'est-ce qui dit qu'on en garderait le contrôle? Il y a un côté un peu, je trouve, prétentieux à croire qu'on arrivera à garder le contrôle nécessairement de cette technologie. Donc, et ça, on n'en parle clairement pas. Alors voilà, on a peut-être encore le temps, mais les questions se posent. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps. Hein. L'IA va beaucoup plus vite que nous, le temps qu'on prend pour la comprendre. Donc, non, je ne suis pas sûre qu'on ait encore le temps. Non, mais voilà, en tout cas, c'est plus que jamais le débat est d'actualité et c'est donc fascinant à suivre. Donc, on va voir ce qui se passe. Voilà, les énergies vont être libérées en Chine et partout dans le monde. On va assister vraiment à une innovation fulgurante. Encore une fois, je pense que c'est génial pour les startups, c'est génial pour les utilisateurs finaux. Bon, avec la réserve que j'émettais, comme je disais, plus largement sur l'existentiel à terme. Alors, il faudra voir combien de temps ça prend, mais bon. Alors après, la question qu'on se pose aussi, c'est quid de la France? Parce que alors nous, en France, on a moins d'argent, on va dire, qu'aux États-Unis.
mais voilà, on est fiers d'avoir parmi les meilleurs ingénieurs en maths dans ces domaines. Et c'est pour ça que notamment, on a vu le labo Mistral se créer en France avec des Français qui étaient des anciens de Meta et de Google. Il y a aussi le labo QTI dans lequel a investi de grands financiers français, Niel, Xavier Niel notamment. Donc, on se dit, mais on a baissé labo, apparemment, ils étaient sur de bonnes pistes, mais pourquoi c'est peu qu'on mis ça au point? Effectivement, on peut se poser la question. Là, quelque part, on se prend aussi une claque indirectement, parce que alors on avait l'excuse de ne pas forcément avoir autant d'argent, mais on avait les talents, et on se disait que peut-être avec une petite équipe, mais on se demandait quand même, la question était posée, mais est-ce qu'avec une petite équipe et moins de moyens, est-ce qu'on va être capable de rivaliser? Alors, Mistral, hein, c'est 32 millions de revenus l'année dernière, de dollars, enfin d'euros, valorisé 6 milliards, bon, c'est très peu, très peu comparé aux géants américains. Mais voilà, la question était posée, est-ce qu'avec une petite équipe, on est capable de faire quelque chose? Et sous-entendu, ça va quand même peut-être être difficile, donc comment faire face à ces géants américains? Et en fait, là, on s'aperçoit avec DeepSeek que non, une petite équipe était capable de mettre au point quelque chose d'aussi incroyable. C'était tout à fait possible. Mais pourquoi on ne l'a pas fait, nous, alors, en France? C'est la question, une bonne question. Il faut croire que peut-être que c'est juste qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'équipes qui travaillent sur ces sujets, et puis il y en a une qui va finir par mettre ça au point, et il se trouve que là, ça s'est fait en Chine. Peut-être parce qu'en Chine, il y a plus de petites équipes comme ça. Alors, on n'est pas au courant de toutes ces petites équipes, hein, justement, ce labo, là, DeepSeek, était assez obscur jusque-là. Donc, c'est juste qu'il y a peut-être plus de tentatives. Nous, en France, voilà, il y a Mistral, QTA, il y a d'autres démarches aussi, puis aussi en Europe, mais peut-être qu'il n'y en a juste pas assez par rapport aux Chinois. Les Chinois sont assez au taquet, ils publient énormément sur l'IA, ils décortiquent tout ce qui se fait aux États-Unis, ils republient derrière. Donc, je pense que l'écosystème est simplement beaucoup plus dynamique aux États-Unis, en Chine qu'en Europe. Faut juste l'accepter, c'est comme ça, avec les géants chinois, hein, Tencent, Baidu, Co, mais aussi plein de labos un peu plus obscurs qui sont en train de travailler un peu dans le secret, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait un, là c'est un peu le hasard, il y en a un qui a trouvé une formule qui marche mieux que les autres, et boum, ça explose comme ça au grand jour. Mais bon, c'est pas grave, parce que ce qu'il faut bien comprendre encore une fois, c'est que tous ces modèles, tout ce qui se passe sous le capot, c'est en train de devenir une commodity, très bon marché, vont donc pouvoir s'approprier toutes les startups dans le monde entier. Encore une fois, on peut avoir des questions sur le fait que ce soit une entreprise chinoise ou autre, mais en fait, comme ils l'ont partagé de façon libre, on peut se l'approprier et l'héberger chez soi, et voilà, et après, on n'a plus de compte à rendre, entre guillemets, à la Chine. Et donc, c'est très bien. Donc, c'est à ce titre-là que ça peut profiter aux startups bien plus largement. Bon, mais écoute, super. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bon, je pense que c'est la première fois qu'on parlait de DeepSeek, mais pas la dernière dans le podcast. Et en tout cas, merci, c'était très complet. On va y voir plus clair sur ce sujet. Ouais, je te remercie.